Bonjour à tous et merci d'être présents à cette session que nous avons intitulée « Quand, comment et pourquoi adopter une stratégie microservice ». Mon nom est Xavier Delacour, je suis Solution Architect chez AWS depuis un petit peu plus de 2 ans et demi et j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné aujourd'hui de Bakary Soumaïla qui est Head of Backend and Infrastructure chez JobTeaser. Donc l'idée, ça va être de vous faire une présentation sur pourquoi le monolithe. Comment est-ce qu'on en est arrivé au monolithe? Pourquoi est-ce qu'on adopte une stratégie microservice? Bien sûr, on a plein de bonnes raisons d'adopter ces stratégies. De regarder un petit peu ensemble comment est-ce qu'on adopte une stratégie microservice, qu'est-ce qu'on a à prendre en compte pour adopter une telle stratégie. Et ensuite, on aura la chance donc d'avoir un retour d'expérience de JobTeaser qui a suivi ce parcours de passage du monolithe à une architecture microservice. Et donc, on aura ce retour de Bakary tout à l'heure. Donc pour commencer, commençons à parler un petit peu de ce qu'est un monolithe. Qu'est-ce qu'un monolithe aujourd'hui? Donc si on prend la définition de Wikipédia, qui aura peut-être changé entre le moment où je l'affiche et le moment où elle a été mise en place sur le site, parce que tout le monde peut le modifier. Donc c'est une application single-tiered qui a une interface utilisateur, qui a un accès aux data, qui est combiné dans un seul programme et qui va s'exécuter sur une seule plateforme. Donc vous connaissez tous ce que c'est un monolithe. L'application est self-contained, on est indépendant du reste du SI, c'est ce qui fait sa force et ce qui fait également, bien sûr, sa faiblesse. Eh bien, pourquoi? D'où viennent ces monolithes? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à créer des monolithes? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas cela. Donc, ce ne sont pas des monolithes anglais ou de nos amis gallois qui ont créé ces monolithes. Les monolithes, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent tout simplement de nos anciennes pratiques de développement. Donc, on a développé pendant des années de façon, on va dire, différente. Et les best practices de l'époque nous amenaient très souvent à créer des monolithes. Et il faut garder à l'esprit que le monolithe, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, on souhaite tous avoir des architectures scalables et on souhaite tous pouvoir répondre à la demande de nos clients. Mais dans une first phase d'une société, lorsqu'on va être en train de créer son MVP, peut-être que le monolithe est une bonne réponse pour aller rapidement à l'obtention de fonds, tout simplement, et à l'obtention de proof of concept, qui vont pouvoir répondre à des besoins utilisateurs. Donc le monolithe ne va pas être forcément une application qui va être mal designée. Aujourd'hui, on a des capacités et on a des modes de déploiement et de design de software qui nous permettent de créer des monolithes qui seront facilement microserviçables, si je dois apporter un mot comme ça, transformables en architecture microservice. Et si je donne un exemple, le domain-driven design. Si on commence à créer ces monolithes et à s'assurer que finalement, on va créer des domaines à l'intérieur de cette application, on va se faciliter le travail, et je ne dis pas que ça va être simple, mais on va se faciliter le travail d'extraction de domaine de son monolithe pour justement créer tous nos microservices sur la plateforme. Ensuite, bien sûr, ce ne sont pas des applications qui vont être facilement distribuables, puisqu'elles n'ont pas été prévues pour. Et encore une fois, une bonne raison de créer un monolithe, c'est tout simplement qu'on peut très bien être contraint par des budgets, par des nombres de personnes qui sont à disposition. Et finalement, quand on est tout seul, est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer un monolithe? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer une application multiservice, microservice? Est-ce que finalement, développer un monolithe, étant donné qu'on est tout seul, ce n'est pas la meilleure façon de répondre aux besoins du client? Bien sûr, le monolithe n'est pas la panacée. Le microservice ne l'est pas forcément non plus, mais en tout cas, le monolithe, ce n'est pas quelque chose qui va être très simple à conserver sur du long terme. Donc il y a des pour, bien sûr. C'est simple à développer. On a une seule machine, ça va coûter peu cher en infrastructure, en coût de compute. Il n'y a pas d'over-engineering. On ne va pas rentrer sur des problématiques de framework permettant de faire du déploiement, etc. Et on va être capable d'aller rapidement à des solutions qui vont répondre à des besoins de nos clients. Bien sûr, sur la latence interprocess, il n'y a pas de communication externe vers des process. Donc tout va répondre très rapidement sur la plateforme. On va avoir une single code base, donc tout va être basé dans un bon vieux repository. Je ne vous parlerai pas de CVS quand même, on peut faire du Git avec du monolithe, c'est autorisé. Et bien sûr, lorsqu'on n'a pas beaucoup de clients, on va être très efficient en termes de ressources. On va avoir des petites machines qui vont être capables de répondre facilement à la demande. Malheureusement, en effet, il y a des désavantages à ces fonctionnalités. Et la modularité, ce n'est pas le fort du monolithe. Et quand on commence à grossir et qu'on commence à avoir besoin de scaler sur certaines applications, certaines parties de son logiciel, le monolithe va vite ne plus répondre aux besoins. Et en fait, en termes de scaling, la seule solution réelle qu'on ait, c'est du scaling vertical. On n'est pas capable d'étendre notre application sur X nœuds. Non, on va
prendre notre application, augmenter la taille du compute, augmenter la taille du compute, augmenter la taille du compute. Et à un moment, ça va devenir tellement cher que ça va être très compliqué de faire fonctionner tout ça. Et puis en plus, bien sûr, en termes de déploiement, lorsqu'on a besoin de mettre en place une fonctionnalité, soit on déploie tout, soit on déploie rien. Je ne vous apprends rien sur ce point-là. On a une grosse dépendance à la base de données, alors que c'est justement l'inverse de ce qu'on voudrait faire en termes de microservices. Et on va avoir éventuellement des cycles de release qui vont être beaucoup plus longs, bien allongés à cause de cet aspect monolithe, parce qu'il faut que tout le monde ait fini de committer et que tout le monde ait fini de faire ses développements pour qu'on puisse passer en prod. Et le point finalement noir, il est écrit en noir également sur le slide, c'est qu'on va avoir du mal à répondre à nos besoins clients. Et c'est ça finalement qui va nous driver sur le passage vers le microservice. Donc les microservices, qu'est-ce que c'est ? Si on prend la définition de Martin Fowler, donc Martin Fowler, c'est un Américain qui a écrit énormément de livres sur la réarchitecture de logiciels. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'un microservice, c'est une architecture qui nous donne une approche de développement d'applications simples, qui vont être une suite de petits services, qui vont chacun tourner dans leur propre processus, donc on va extraire les processus les uns entre les autres, et communiquer entre eux par des mécanismes légers. En l'occurrence, par exemple, souvent des API HTTP, tout simplement pour discuter. Une seconde définition des microservices, c'est des services déployables indépendamment qui vont pouvoir travailler entre eux et qui vont répondre à un domaine business. On revient un petit peu sur l'aspect design DDD, Domain Design Development, et qui va nous permettre du coup de répondre à des besoins business et de s'assurer qu'à l'intérieur de notre application, on a vraiment des business qui sont couverts derrière tout ça. Cette définition, elle est de Sam Newman, qui est la personne qui a écrit Building Microservices, le livre chez Aurélie. Et la dernière définition qu'on va prendre du microservice, et finalement c'est celle qui est la plus courte mais qui en dit très long, c'est l'autorité technique qui va nous permettre de répondre à nos capacités business. Comment est-ce qu'on va être capable de répondre à nos business ? C'est en se mettant en ordre de marche sur une architecture microservice. Vous connaissez certainement Slide, vous l'avez certainement déjà vu côté Amazon. Le monolithe, ça impose, ce que je disais tout à l'heure, la nécessité que tous les développeurs aient fini de déployer et de committer leur développement sur la plateforme avant de pouvoir rentrer dans un cycle de build, de test et de déploiement sur la plateforme. Et ça va également avoir un impact sur vos équipes et sur l'organisation de vos équipes. Parce que quand on va passer sur une architecture microservice, on va se retrouver dans une situation où finalement on va avoir plein de petits logiciels qui vont s'exécuter les uns à côté des autres, des services, et on va avoir des équipes qui vont chacune travailler sur ces logiciels sur la plateforme. Le point très positif derrière, évidemment, c'est qu'on va être capable de déployer toute ou partie des logiciels qu'on souhaite déployer, mais on va avoir besoin de réorganiser nos développeurs pour qu'ils puissent chacun travailler sur un domaine de responsabilité qui va leur être propre. Et en toute transparence, c'est exactement ce qu'a subi Amazon dans les années 2000. En 2001, l'application Amazon, c'était un monolithe. Amazon.com, c'était un monolithe. C'était un monolithe avec des équipes, donc chaque carré que vous voyez, c'était une équipe qui avait une responsabilité sur un domaine. Et comme vous pouvez le voir, c'est en 2009 que l'architecture microservice du site Amazon.com est arrivée. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux sujets qui ont été traités. Un sujet technique, sur la réorganisation du code, mais également un sujet organisationnel, avec ce qu'on appelle les two pizza teams. Commençons par le sujet technique. Donc le sujet technique, l'objectif, ça a été de créer ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement une représentation de tous les microservices qui étaient utilisés sur Amazon.com en 2011. Donc là, il y en a 1400 de mémoire. Je ne vous garantis pas la véracité du chiffre, mais c'est 1400 de mémoire. Et il y en a 800, par exemple, qui sont utilisés juste sur la page d'accueil d'Amazon. Et qu'est-ce qui est important dans ces principes qui sont affichés ici ? C'est que chaque microservice ne sert qu'un principe, un besoin. Donc chaque microservice est vraiment dédié à une tâche. Que tous ces microservices doivent être connectés par API. Et ça, c'était une demande de Jeff Bezos à l'époque, donc le CEO aujourd'hui de la société, qui a envoyé une lettre à tous les développeurs de la société, à toutes les personnes de la société Amazon, en leur disant, à partir de maintenant, tous les échanges que vous faites entre services doivent être faits en HTTP. Tous les échanges. Tout ça discute en HTTPS,
vous imaginez bien, pour des besoins de sécurité, puisque chacun a ses domaines de ses responsabilités, et donc on va avoir des réauthentifications qui vont être réalisées sur plusieurs de ces services. Et un autre point qui est très intéressant, c'est l'aspect black box. C'est-à-dire que chacun va être responsable d'un microservice, va exposer une API pour être utilisée, mais l'implémentation qui est derrière, c'est l'équipe qui est en charge du service qui va en avoir la responsabilité. Et la façon dont c'est fait, finalement, c'est chaque équipe qui va décider comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça apporte comme paradigme? Ça va tout simplement permettre à chacun de choisir le langage de développement dans lequel il souhaite réaliser son microservice. Donc sur la map qu'on voit ici, il y a certainement des dizaines de langages qui sont utilisés, tous différents les uns des autres, et qui vont être utilisés par chacune des équipes de façon complètement autonome. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du microservice, mais vous imaginez bien qu'en 2001, on n'avait pas la définition de microservice. Ce qui se rapproche certainement plus, c'est des services orientés du SOA, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a aujourd'hui en termes de microservices. Et comme je le disais, on a eu un deuxième impact, c'est celui-ci, c'est celui de l'organisationnel. Et les two-pizza teams, c'est quoi? C'est des équipes ni trop grandes ni trop grosses, donc grosso modo des équipes qu'on pouvait nourrir avec deux pizzas américaines, et donc qui permettent tout simplement de nourrir 8-10 personnes, et qui vont avoir l'ownership complet du service sur lequel ils travaillent. Alors du ou des services, parce que vous imaginez que s'il y a 1400 services, il n'y a pas 1400 équipes, parfois les équipes ont plusieurs services sous leur responsabilité, mais ils ont en tout cas l'ownership complet du service et la décision de comment ça doit fonctionner. L'accountability, ils sont responsables de la façon dont le service fonctionne et ils sont responsables du bon fonctionnement du service. Et tout le monde est aligné. Comme je le disais, il y a eu une demande de Jeff Bezos que tout le monde fonctionne sous forme d'API et tout le monde a été incentivé dans ce sens-là. Bien sûr, le point très important derrière tout ça, c'est cette phrase, c'est « You built it, you run it ». Donc ils sont responsables de l'intégralité du service, du développement jusqu'à la gestion en production. Et ça, c'est finalement ce qui va faire qu'en termes d'organisation, on va très bien fonctionner, chacun va être responsable. Et en fait, quand vous codez pour votre propre besoin, c'est-à-dire que si vous êtes réveillé la nuit, c'est de votre faute, je peux vous assurer que la qualité du code, elle augmente, mais grandement. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, parce que ça a vraiment un impact sur la façon dont on fonctionne. Au final, quand on va déployer une application, c'est une application en tout cas orientée microservices, c'est sur ces points qu'on va travailler. La gestion des dépendances, parce que finalement, c'est ce qu'on va avoir à gérer le plus, les dépendances entre chacun des microservices. Ce qu'on va coupler, bien sûr, à l'aspect decouple, comme on aime le dire, le loose coupling, le fait d'essayer de créer le moins d'adhérence possible entre les services, et l'encapsulation, tout simplement pour pouvoir livrer de façon simple nos services sur une plateforme. Commençons par parler du coupling. Donc il y a plusieurs types de coupling. Le premier, c'est l'afférence et l'efférence. Donc grosso modo, de qui je dépends et de qui dépend de moi. Donc c'est vraiment le premier niveau de coupling qu'on va mesurer et qu'on va être capable de vérifier. Le deuxième niveau de coupling, ça va être l'aspect plateforme. De quoi je dépends, de quelles infrastructures je dépends et quelle est ma dépendance à ces infrastructures. Le troisième niveau, c'est l'aspect temporel. Est-ce que je dépends de l'exécution d'un service avant moi? Est-ce que je dépends d'attendre qu'une opération est réalisée avant de m'exécuter? Et la dernière spatialisation, donc l'aspect spatial dans le coupling, c'est tout simplement les mécanismes qui vont me permettre de découvrir les autres services. Donc là, on a mis en avant l'aspect load balancing, les load balancers AWS, qui vont être capables d'orienter les requêtes vers vos services. Mais si je prends un exemple que vous avez certainement tous déployé, c'est l'aspect Consul. Cette application Consul, c'est du spatial coupling. Et je ne voudrais pas vous mentir, on est incapable de découpler complètement deux microservices. S'il n'y a pas de coupling, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'application. Donc le fait de découpler, ça va être justement de trouver le bon trade-off, le bon niveau de coupling qui va répondre sur ces 5 éléments, sur ces 5 orientations, et qui vont nous permettre juste de trouver, en fonction des use cases et en fonction des besoins entre chacun des microservices, le bon niveau de couplage qui va être associé. Et pour répondre à ça, on n'a pas une solution miracle, mais une solution qui va répondre à pas mal de use cases, c'est le messaging. Et là, on va prendre un exemple qui va être très serverless. On a promis de parler de service manager, de parler de serverless. On va parler de serverless ici sur le messaging. Le premier service dont on va parler, c'est SQS. Vous connaissez certainement tous ce service. C'est un des plus anciens services de la plateforme AWS.
qui est très simple à utiliser et qui permet en quelques minutes, tout simplement, d'avoir une queue de messages qui va être à disposition. Le point très intéressant derrière SQS, c'est qu'il a toutes ses propriétés. On va avoir une haute durabilité des messages. Vous allez pouvoir conserver vos messages entre 1 minute et jusqu'à 14 jours. Donc 14 jours où vos messages vont rester dans cette queue. Par défaut, la valeur est 4 jours pour information. C'est un service qui va être disponible dans toutes les régions AWS. Donc quel que soit l'endroit où vous allez travailler, vous allez avoir accès à ce service. On va gérer pour vous la partie scaling. Donc quel que soit le nombre de messages, quel que soit le nombre de lectures que vous souhaitez faire sur cette queue, c'est AWS qui va gérer pour vous. Et un point qui est très intéressant et assez différenciateur de notre ami Kinesis, un autre outil très intéressant de la plateforme pour faire du queuing, c'est l'aspect Dead Letter Queue. Sur la gestion du troubleshooting et sur la gestion des erreurs qui vont arriver lorsque vous allez dépiler de très grands volumes de messages, l'aspect Dead Letter Queue, qui permet tout simplement de rediriger un message non traité vers une autre queue qui sera dépilée, une queue de messages, va permettre de simplifier grandement la gestion, de vos troubleshooting sur la plateforme. Et bien sûr, SQS est intégré avec le reste de la plateforme et va vous permettre de travailler avec de très nombreux autres services, et on verra un exemple juste après. Et pour commencer à fonctionner avec SQS, c'est ni plus ni moins que cette ligne de commande qu'il faut lancer. AWS SQS create queue, --queue name, et vous nommez la queue comme vous voulez. En quelques secondes plus tard, vous avez une queue à disposition prête à fonctionner. Vous pouvez même créer vos queues à la volée, commencer à envoyer des messages dedans, et terminer vos queues lorsque vous avez terminé d'échanger des messages avec. Et jusqu'à maintenant, sur l'aspect serverless, c'était assez compliqué de fonctionner avec SQS. Parce que pour fonctionner avec un service comme Lambda, un service de compute serverless qui vous permet tout simplement d'exécuter des fonctions sur la plateforme, il fallait passer par CloudWatch pour réveiller la Lambda pour qu'elle aille dépiler des contenus qui étaient empilés dans SQS. Et ça, c'est quelque chose qui était compliqué à mettre en œuvre, pas simple à gérer. Heureusement, tout ceci s'est grandement simplifié depuis quelques semaines. Et maintenant, SQS est un event source pour Lambda. Donc chaque fois qu'un message va arriver dans SQS, on va être capable de réveiller automatiquement une Lambda et d'aller dépiler ces éléments provenant de SQS. Pourquoi est-ce que ça a été si long? Tout simplement parce que SQS, ce n'est pas un service de queue comme vous le connaîtriez sur RabbitMQ ou AmazonMQ. C'est un service distribué. Donc quand on commence à travailler sur du service distribué, des choses qui vont s'appliquer automatiquement sur toutes les zones de disponibilité, mettre en place du messaging sur un message est arrivé dans une des zones de disponibilité, ce n'est pas si simple que ça à gérer. Et c'est pour ça que ça a mis du temps de venir mettre en place cet event source depuis SQS. Mais aujourd'hui, c'est en place et ça fonctionne parfaitement bien. Et donc vous êtes capable d'avoir des services complètement serverless qui vont dépiler des données provenant de queues. Un deuxième pattern d'utilisation de messaging qui va pouvoir être utilisé, c'est ce qu'on appelle le PubSub, le Publisher Subscriber. Et pour ça, il y a un service sur la plateforme qui s'appelle SNS. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce service, il partage beaucoup de capacités et de bonnes choses qui proviennent de SQS. La durabilité, donc la capacité à avoir vos messages persister sur plusieurs zones de disponibilité. La disponibilité dans toutes les régions, le scaling. La simplicité de déploiement et le monitoring sur CloudWatch. Et de la même façon, ce n'est pas très compliqué de lancer une queue SNS sur la plateforme. AWS SNS, create topic, name, --name, le nom de mon topic. Ça va me créer un endroit où je vais être capable de pousser des messages et je vais ensuite pouvoir demander à des subscribers de venir s'enregistrer sur ce topic et de dépiler les messages qui en proviennent. La forme que ça prend, c'est celle-ci. On va avoir un service A qui va pousser des messages sur un topic SNS. Et ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du fan-out vers différentes solutions, soit pousser ces messages dans une autre queue, dans une queue SQS, donc comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser des services en complément d'SQS pour alimenter les messages provenant de nos providers de messages. Donc soit pousser dans du SQS, soit utiliser une lambda qui va venir tout simplement s'abonner au topic et dépiler les messages qui vont provenir de ce topic. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est ça, c'est tout simplement d'avoir un publisher qui va envoyer les messages dans différentes queues, dans différents topics, puisque là on parle de topics sur SNS, en fonction de la typologie des messages qui vont être envoyés. Ça, c'est typiquement quelque chose qui va vous coûter du code, vous obliger à faire des choses en plus et de prendre des décisions et de rendre votre service pas si, on va dire, généraliste que ça, et qui va vous coûter plus cher, parce que vous allez avoir 2 topics qui vont être à gérer et vous allez avoir plus de choses à gérer sur la plateforme. La bonne façon de faire, c'est d'utiliser ce type de pattern, où finalement le publisher ne va être qu'un décorateur,
donc le pattern de décoration, qui va juste venir ajouter au message un attribut, qui sera l'attribut qui permettra de décider de qui sera capable de dépiler les messages du topic, et d'ensuite d'avoir sur les subscribers, tout simplement, un filter qui va dire « moi, je ne lis que les topics, que les messages qui ont l'attribut gray ou l'attribut blue ». À partir de là, dès qu'on a un filtre sur ce lecteur, on va recevoir juste les messages qui nous correspondent, donc ces deux exemples. Et si on n'a pas de filtre, on va tout simplement recevoir tous les messages. Et ici, on va avoir quelque chose de très générique qui va nous permettre tout simplement de répondre à de très, très, très nombreux use cases. Et si on résume un petit peu sur l'aspect SQS et sur l'aspect SNS, les patterns de messaging qu'on va avoir à disposition, le plus simple, c'est celui-ci, le one-way. Je pousse un message dans une queue et j'ai un autre microservice qui est là à disposition pour venir lire le contenu de ma queue. Je vais avoir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle du request response. Je pousse un message dans une queue et la personne qui dépile le message va repousser une réponse dans une autre queue que je vais venir pouler pour avoir mon information, savoir que mon traitement a été réalisé. On va voir ce qu'on appelle le return address, où finalement la différence entre ces deux patterns, c'est tout simplement que le récepteur du message en fin est juste différent du récepteur de l'émetteur de message de début. Et puis le publish subscribe, comme on l'a vu, qui va nous permettre de répondre à différents sujets. C'est très bien sur ces aspects serverless, mais là on est sur du synchrone, on va être capable de répondre à des messages de façon très vite, mais si on a des process qui doivent tourner longtemps, si on est sur du long running process. Vous savez que Lambda, aujourd'hui, n'est pas capable de s'exécuter plus de 5 minutes. Ça va changer dans les mois à venir, mais aujourd'hui, il n'est pas capable de s'exécuter plus de 5 minutes. Et donc, si on en revient à mettre en place quelque chose qui va répondre à un process qui doit tourner longtemps, on va tout simplement chaîner les lambdas, et on se retrouve, si vous vous rappelez, dans le temporal coupling, et avoir quelque chose qui va être forcément couplé en termes de temporalité, parce que tout simplement, celui-ci va dépendre de tous les éléments qui sont ici, et vice-versa. Donc ça, ce n'est pas un bon pattern, et il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire tourner des process plus longtemps. Et si on regarde un petit peu tous les cas qu'on va avoir besoin de gérer, on va avoir besoin de savoir lorsqu'un élément a échoué, et qu'on a besoin de réessayer. On va avoir besoin de faire des séquences, donc ça, tout simplement, d'enchaîner deux tâches en fonction du résultat de la première, de faire du try-catch, de passer à gauche ou à droite en fonction de si ça a réussi ou si ça a échoué, de prendre une décision en fonction d'un résultat de valeur, une valeur qui va nous être envoyée, ou tout simplement d'exécuter des choses en parallèle avant d'exécuter une tâche tiers. Et pour ça, on a un service sur la plateforme, évidemment, pour répondre à ce genre de choses, qui s'appelle Step Function. Et la forme que ça prend, c'est ni plus ni moins que celle-là. C'est un empilement, un diagramme de workflow, un empilement de fonctions lambda qui vont être exécutées. Et sur chacun des éléments, vous allez avoir donc une tâche, un choix à réaliser, et des décisions à prendre, soit si c'est un échec, soit si c'est une réussite, et être capable de chaîner des éléments et de partir d'un point A avec des données en entrée et de ressortir à un point B avec des données en sortie. Et de compiler toutes ces fonctions lambda et de les orchestrer de la façon dont vous souhaitez. Donc ça, c'est très bien, mais évidemment, ça ne va pas répondre à tous nos use cases, et lorsqu'on va avoir besoin de traiter des grandes capacités de compute, on va se tourner vers un autre sujet. Et je pense que vous venez d'en entendre parler dans la session juste avant, c'est les containers. Donc si on a besoin de faire tourner des process très longtemps sur la plateforme, on va évidemment s'orienter vers les containers. Je suis passé assez vite sur cette partie, puisque vous avez eu déjà beaucoup d'informations dans la session précédente, mais pourquoi est-ce qu'on aime les containers? Et pourquoi est-ce que ces containers répondent vraiment bien à notre aspect microservice? Tout simplement sur l'aspect packaging. Vous vous rappelez, il y avait 3 informations qui étaient très importantes qu'il fallait gérer sur une application microservice, et une de ces informations, c'était le packaging et le delivery. Et justement, les containers répondent parfaitement à ce point-là, puisqu'on va avoir tout à l'intérieur de notre container, il va s'exécuter dans un process seul, et ça va être très simple de le packager sur la plateforme. Ensuite, bien sûr, la distribution. C'est beaucoup plus simple de déployer un container que de créer une nouvelle machine et d'exécuter tout ça d'exécuter cette machine et le code qui va être associé. Et bien sûr, l'aspect immutable, c'est-à-dire que le container, une fois qu'il a été committé dans son repository, eh bien, il est dans l'état qu'il est, et quand on va le check-outer, on aura l'aspect immutable de ce container. Et bien sûr, sur la plateforme, plein de solutions à votre disposition. Amazon ECS, dont Abbas a dû vous parler, Amazon EKS, évidemment, Fargate, et on va s'attarder un tout petit peu sur Fargate, et Amazon ECR, comme je le disais, notre gestion de registry d'images Docker. Donc Amazon ECS, c'est un écosystème composé d'Amazon ECS et d'Amazon ECR.
Et mine de rien, ce n'est pas un service qui est très peu utilisé sur la plateforme. C'est un des services sur lequel on a une très très forte progression d'utilisation et avec des millions de containers qui sont déployés en production. Et c'est un service sur lequel on capitalise énormément. Aujourd'hui, il y a eu plus de 50 releases du service depuis 2015, en 3 ans, pardon, excusez-moi. Et en fait, la façon dont ça fonctionne comme sur tous les services AWS. Vous nous faites des feedbacks, on apprend, on expérimente et on vous relise les choses de la façon dont vous les attendez. Mais là où ACS aujourd'hui ne répond pas aux besoins des clients, c'est sur cette partie-là. Vous devez encore gérer une infrastructure. Il y a une infrastructure de containers à gérer en sous-jacent. Et là où Amazon ECS va venir essayer de répondre à ça, c'est tout simplement à l'aide de Fargate. Fargate, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un aspect serverless sur vos containers. L'idée, ça va être de focuser sur le business, créer les containers qui répondent, créer les containers et bien sûr les applications et les services qui répondent à vos besoins, et ne plus vous inquiéter de l'infrastructure sous-jacente. Donc, le principe, pas d'instance à manager, des API qui vont être très semblables à celles d'ECS, donc si vous avez un cluster ECS, ça ne va pas vous changer grand-chose, et des ressources qui vont être basées sur le pricing. Plus vos ressources sont grosses, plus le pricing sera élevé, plus vos ressources sont petites, plus le pricing sera faible. Et vous allez retrouver exactement ce que vous connaissez d'ECS, le fonctionnement à l'intérieur de vos VPC, donc être capable finalement de protéger ces workflows à l'intérieur de vos VPC. Les placements compliqués de tâches sur la plateforme, ça reste à votre disposition. L'intégration avec le reste de la plateforme AWS, les ELB, les ALB et tous les services de la plateforme. La CLI ECS, qui reste la même. Et puis tout le reste des fonctions que vous connaissez et que vous adorez de la plateforme AWS, la présence globale, le scheduling, l'autoscaling, les métriques CloudWatch et les load balancers pour adresser tout ça. Et la façon dont ça fonctionne en sous-jacent, c'est que tout simplement, aujourd'hui, quand vous exécutez des containers, vous êtes dans cette situation. Donc vous avez plein d'instances qui vont être déployées dans des zones de disponibilité différentes, et vous allez avoir un scheduler, ECS par exemple, qui va vous permettre de scheduler le positionnement de vos clusters et de les exécuter sur toutes les zones de disponibilité. Et si on regarde un petit peu en détail ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement, sur une instance, on va avoir bien sûr nos containers qui vont s'exécuter, mais également tout un ensemble d'agents à maintenir. En l'occurrence, l'image qui est utilisée, donc l'OS qui est utilisé pour fonctionner, l'agent Docker qu'il va falloir maintenir, et le CS agent. Et là où Fargate va venir répondre, c'est tout simplement en venant gommer cette partie-là, et que vous n'ayez plus à gérer tous ces éléments. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, avec Fargate, c'est que c'est tout simplement ce qu'on appelle un launch type. Donc lorsque vous allez exécuter une tâche sur ECS, vous allez juste faire -- launch type Fargate, et votre conteneur, au lieu de s'exécuter sur un cluster ECS, va s'exécuter sur un cluster Fargate. Et le fait que cette CLI soit, on va dire, la même entre les deux outils, ça va vous permettre une migration, ou en tout cas d'utiliser les deux clusters à votre disposition, comme vous le souhaitez, et en fonction de ce que vous avez à faire sur la plateforme. Donc ça, c'est très bien, mais bien sûr, ce que demandaient absolument les clients depuis des années, c'était la possibilité d'exécuter du Kubernetes sur AWS. Et donc la réponse à ça, ça a été Amazon EKS, c'est la version managée de Kubernetes sur la plateforme. Et vous le savez certainement, mais c'est une longue histoire d'amour entre Kubernetes et AWS. Aujourd'hui, le CNCF nous dit que 57% des workloads Kubernetes, pas EKS, tournent sur la plateforme AWS. Donc c'est une plateforme qui est, on va dire, la meilleure plateforme pour recevoir vos workloads Kubernetes. Et comment est-ce que ça se passe, un déploiement de workloads Kubernetes sur la plateforme? Ça se passe comme ça. Par exemple, si vous utilisez des outils aujourd'hui comme Kops, qui vous permettent de déployer des clusters Kubernetes sur la plateforme, vous allez avoir vos masters qui vont être déployés dans des zones de disponibilité, vos serveurs de configuration qui vont également être déployés, et vos pods qui vont également être déployés sur chacune des zones de disponibilité. Et là où EKS est venu répondre, comme vous avez pu le voir dans la session précédente, c'est tout simplement de vous mettre à la place, de remplacer la partie master et la partie serveur de configuration par un endpoint qui est complètement adressable par les outils que vous connaissez sur la plateforme et qui vous permet tout simplement de manager votre cluster de façon unique avec un déploiement de pods dans chacune des zones de disponibilité depuis ce endpoint unique. J'en ai fini pour la partie monolith to microservice. Mettons-la en application et écoutons le témoignage de notre ami Bakary.
Bonsoir. Je vais vous parler de l'histoire de JobTeaser et principalement de comment nous avons mis en place une architecture en microservices. Alors pour vous raconter cette histoire, donc je vais vous parler un peu du contexte de JobTeaser, comment est-ce que nous avons décidé, pourquoi nous avons décidé de migrer vers cette architecture en microservices. Ensuite, des difficultés que nous avons rencontrées sur le chemin, des choix que nous avons faits pour cette migration, et je vais vous parler un peu de ce qu'on a appris face à ces challenges qu'on a rencontrés. Je vais aussi vous faire un petit point sur ce qu'on envisage dans le futur. Alors moi, je m'appelle Bakary Soumaïla, je suis responsable de la partie back-end et infrastructure chez JobTeaser. Et JobTeaser, c'est une entreprise qui met en relation 3 partenaires principaux, donc les universités d'une part, auxquelles on fournit une plateforme qui leur permet de mieux communiquer avec les étudiants, les entreprises d'une autre part, qui vont avoir 2 bénéfices sur la plateforme. Elles vont pouvoir parler de leur marque employeur grâce à du contenu riche comme des vidéos ou des événements qui sont diffusés en live sur la plateforme. Et aussi, il y a tout un panel d'outils qu'on offre aux recruteurs et qui va leur permettre de la diffusion d'offres d'emploi et aussi de gérer le recrutement finalement. La troisième entité qui se passe sur la plateforme, ce sont les étudiants. Donc les étudiants, ils vont accéder à tout ce riche contenu. Et ça va peut-être vous étonner, mais toutes ces fonctionnalités-là, elles sont bel et bien servies par un monolithe. Vous allez me demander, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Pour la petite histoire, quand j'ai rejoint JobTeaser, il y a à peu près 5 ans de cela, on était une petite équipe, il y avait 4 développeurs en tout, et on travaillait avec le framework Ruby on Rails. Donc c'était un framework qui était très à la mode et qui promettait d'aller très vite, de développer des fonctionnalités très vite. Et cette promesse, elle était tenue. Effectivement, on a pu développer de nombreuses features. Le produit a évolué avec le temps, l'équipe aussi a évolué et on s'est organisé avec le modèle Spotify, le fameux modèle Spotify, donc des équipes qui sont regroupées autour de périmètres technico-fonctionnels et qui sont, comme le disait Xavier, d'une taille de 2 pizzas. Donc aujourd'hui, nous avons 3 équipes fonctionnelles et nous avons une équipe qui est la Cortec, qui est plutôt l'équipe qui s'occupe de fournir des outils techniques aux autres équipes. Donc aujourd'hui, notre monolithe, il fête ses 8 ans et ce qu'on s'est rendu compte avec les 20 développeurs qui contribuent tous les jours à ce monolithe, c'est que ça devient très très compliqué. En effet, les différents éléments qu'on a développés deviennent de plus en plus couplés, ce qui fait que les évolutions prennent beaucoup de temps. Également, on se rend compte qu'on passe pas mal de temps à faire de la maintenance et du coup, on développe moins de fonctionnalités. Donc ça crée une frustration dans les équipes et, parce qu'elles ressentent finalement un manque d'agilité. Et ce que font les développeurs quand ils sont un peu frustrés, c'est qu'ils vont avoir tendance à ne pas respecter tous les standards justement pour aller un peu plus vite. Sauf que ça crée un effet un peu perverse, c'est cet effet finalement d'avoir du code qui n'est pas très maintenable et donc plus lent à évoluer. Voilà, on ne sort pas finalement de la boucle. À côté de ça, nous avons notre suite de tests qui a pas mal évolué et qui est devenue de plus en plus grande pour couvrir tout le périmètre métier, et donc qui finalement nous ralentit dans la release de nos nouvelles fonctionnalités. Finalement, la dernière problématique qu'on a, c'est cette problématique d'ownership sur des sujets qui sont très transverses. Par exemple, imaginez mettre à jour la version du framework. Qui est-ce qui s'en occupe ? Sachant qu'il faut faire des modifications sur tous les périmètres. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez compliqué pour nous. Il fallait vraiment coordonner toutes les roadmaps pour que chacun intègre ces migrations dans son plan. Donc par rapport à ça, ce qu'on a décidé, c'est d'aller vers une architecture plus découplée, justement, pour nous permettre de résoudre toutes ces problématiques. Et le premier choix qu'on a fait, c'était de se dire on va mettre en place un socle technique qui va nous permettre de supporter cette nouvelle architecture en microservices. Ce qu'on voulait par rapport à ce socle technique, c'était qu'il réponde à certaines contraintes, certains besoins. Donc il y avait des besoins de compatibilité avec les normes de traitement de données, compatibilité avec la GDPR et aussi avec les contrats qu'on avait avec nos différents clients. On voulait aussi que cette fondation elle nous permette d'assurer la stabilité et la scalabilité de la plateforme. Et à côté de ça, on voulait qu'entre nos différents environnements, à partir du développement, en passant par le staging et en allant vers la production, qu'il y ait une similarité, qu'il n'y ait pas de différence, qui introduisent finalement des bugs justement dus à ces différences d'environnement.
on voulait aussi que ce socle technique il réponde aux enjeux business, donc pouvoir sortir des features plus rapidement et finalement être un terrain d'innovation pour les équipes. Et il y avait un couple qui répondait parfaitement à ce besoin après analyse, c'était Kubernetes plus Amazon. Alors vous connaissez bien sûr tous Amazon, je pense, pour la richesse des services qu'il propose. Ça, c'était quelque chose de très intéressant pour nous, des services managés, donc on avait moins de charges de travail à faire pour justement les maintenir. C'était parfait. Et à côté de ça, il y avait Kubernetes. Donc Kubernetes, tout d'abord parce qu'il permettait la conteneurisation. Donc là, on pouvait packager nos applications et on avait donc moins de modifications à faire pour aller vers cette nouvelle architecture. À côté de ça, les conteneurs nous garantissaient aussi cette identité entre les différents environnements. Ce qui est intéressant aussi avec Kubernetes, c'est qu'il s'intègre facilement avec les technologies du cloud, donc AWS. L'intégration est pratiquement transparente et il répondait à nos besoins d'autoscaling. Il y a un facteur qui n'est pas souvent pris en compte dans le choix des différentes technologies, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner. Chez nous, Kubernetes, c'était quelque chose qui intéressait énormément tous les développeurs, toutes les équipes, et donc elles se sont vraiment appropriées le sujet, et une équipe motivée et intéressée, finalement, c'est une équipe qui est productive. Donc voilà, nous avons entamé cette migration. Nous sommes passés d'un modèle où nous avions des machines virtuelles qu'il fallait pratiquement déployer à la main, ce qui prenait beaucoup de temps. Nous sommes passés vers une architecture qui est dans le cloud, qui tourne sur AWS, avec Kubernetes et des conteneurs. C'était très intéressant. On a travaillé presque 8 mois sur cette migration, et l'équipe qui s'en est le plus occupée, c'était cette équipe dont je vous ai parlé, la Cortec, dont le périmètre est de fournir des outils techniques aux autres équipes. Ce qu'on a remarqué avec cette équipe, c'est que la mise en place de nouveaux services était assez facile. Ils allaient très rapidement, ils ont développé pas mal d'outils, par exemple pour notre intégration continue. Par contre, lorsqu'on a décidé de nous attaquer au monolithe et de faire les extractions, là, on s'est rendu que les choses sont un peu plus compliquées. Et je veux partager justement avec vous ces difficultés qu'on a eues, qui, je pense, peuvent vous intéresser si jamais vous envisagez cette migration-là. Alors tout d'abord, on s'est rendu compte que nos estimations n'étaient pas tout à fait bonnes. Et en réalité, elles ne répondaient pas vraiment à ce qui se passait. Et ça, c'était dû au fait qu'il y avait une barrière d'entrée qu'on n'a pas anticipée. Effectivement, il y avait une équipe qui a beaucoup travaillé sur la migration, qui a emmagasiné finalement des connaissances. Par contre, en ce qui concerne les autres équipes, on n'avait pas anticipé leur formation. Et donc, il fallait qu'elles montent en compétences sur tous les nouveaux outils qu'on avait mis à leur disposition. Et pour répondre à ce besoin, on a mis donc des process de partage dans l'équipe, des process de formation avec des sessions de workshop, des différents ateliers pour permettre aux autres équipes fonctionnelles finalement de s'approprier les outils. À côté de ça aussi, on a décidé par exemple que sur notre pipeline d'intégration continue, lorsque quelqu'un avait des difficultés, un des développeurs avait des difficultés sur la partie staging, quelqu'un de la Cortec se rendrait disponible et passerait du temps avec cette personne pour justement l'aider à mieux s'approprier l'outil et mieux comprendre pourquoi il a des problèmes et monter en compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et peut-être qu'on l'aurait anticipé si on le savait. À côté de ça, un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la capacité à se dire on est parti peut-être dans une mauvaise direction, on a fait un mauvais choix et de revenir. Pour vous donner un exemple, dans notre pipeline d'intégration continue, lorsqu'on a commencé à le réécrire pour cette migration, on est parti sur un outil qui était Concours et qui finalement, on s'est rendu compte après quelques mois, ne convenait pas à nos besoins. Ce qui est intéressant avec les microservices et justement le manque de couplage, c'est que c'est assez facile finalement de sortir la composante qui ne convient pas et de repartir sur une base saine et une base propre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a pas mal aidé. Et je pense qu'il est important justement de faire attention et de se dire, quand ça ne va pas, on peut partir sur une base plus saine. Finalement, le point sur lequel je veux aussi attirer votre attention, c'est le passage en microservice, ce n'est pas uniquement le technique, mais c'est aussi une question d'organisation. Et ce qu'on a remarqué chez nous, c'est que plus on travaillait sur l'autonomie et l'ownership des différentes équipes, et plus elles arrivaient justement à s'approprier les nouveaux outils.
Alors voilà, nous avons fait cette migration. Nous avons une application qui tourne sur AWS dans le cloud. On a continué à renforcer notre socle technique avec des différentes composantes, de l'authentification unifiée, des templates pour déployer des nouveaux services. Mais nous sommes encore au début de ce chemin. On a encore devant nous pas mal d'extractions à faire à partir du monolithe. Pour ça, on continue à scaler notre organisation, on continue à embaucher des talents qui peuvent venir partager avec nous leurs expériences et qui peuvent faire monter et progresser nos équipes en compétences. Et également, nous avons prévu de travailler sur le renforcement de ce socle technique qui finalement nous permet de plus en plus de savoir ce qui se passe dans notre infrastructure et de la faire évoluer dans le bon sens. Voilà, donc je vous remercie pour ce partage et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions ou si vous avez une histoire, votre histoire à me raconter. Merci. Donc, join the movement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir voir Bakary après la session. Je vais finir avec 2-3 slides, ne vous inquiétez pas, on a presque terminé. Ici, c'est un tweet de notre principal open source évangéliste. Si je le résume en une phrase, n'ayez pas peur du monolithe. C'est peut-être important de faire cette erreur dans un premier temps, ce choix en tout cas dans un premier temps. Erreur, ce n'est pas le bon mot. L'objectif, encore une fois, c'est de servir vos clients. Donc gardez ça à l'esprit. Bien sûr, vous arriverez à tout moment, si vous scalez sur une architecture microservice, mais n'ayez pas peur de faire l'erreur. Et si je dois résumer en quelques points très importants, il y a des chances que vous n'ayez pas besoin de passer en architecture microservice, en tout cas dans un premier temps. Donc gardez ça à l'esprit, c'est très important. Lorsque vous allez faire votre migration, et comme le disait Bakary, ne faites pas une approche Big Bang. Allez-y étape par étape, service par service. Tout ne sera pas sorti du monolithe en quelques jours. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est important d'éventuellement considérer l'approche monolithe dans un premier temps. Encore une fois, l'objectif pour vous, startup, c'est d'être rapidement sur un produit à disposition et sur lequel vous allez pouvoir attirer l'attention. Donc c'est peut-être plus simple. Encore une fois, ça dépend de vos équipes techniques, ça dépend de plein de points qu'on a vus tout à l'heure. Mais considérez l'option, même si un jour vous allez arriver sur une architecture microservice. Drivez votre modification de microservices, votre mise en place des microservices à l'aide des business capabilities. C'est très important d'orienter business ces points-là. Et aujourd'hui, les équipes qui drivent l'architecture microservice de JobTeaser répondent tout simplement aux 3 entités que Bakary vous a décrites. Et leveragez, donc utilisez les patterns de messaging service. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de gérer simplement les problématiques de coupling. Encore une fois, vous avez vu plein d'options à votre disposition. Réfléchissez à chacun des éléments avant de les mettre en place sur quelle est la bonne façon de coupler ces services. Et un dernier point, encore une fois, je reviens sur le DDD. Gardez à l'esprit que le fait d'avoir des contextes qui vont être contraints, des contextes qui vont respecter des domaines, même à l'intérieur d'un monolithe, ça peut grandement vous aider dans la transformation de votre application dans une version microservice. Et un dernier point, vous l'avez dû le voir 250 fois aujourd'hui, ce slide. Vous savez qu'on a ouvert une région en France. N'hésitez pas à stocker vos données en France. Vous avez la possibilité de le faire maintenant. Et peut-être que pour servir vos clients français, la latence sera certainement la meilleure. J'en finis par juste un dernier point. La prochaine pause va faire 30 minutes. Vous aurez du temps pour échanger avec vos pairs. On a mis en place 2 zones qui vous permettent de networker entre vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces zones et à échanger pendant les 30 minutes qui viennent. Et il nous reste, et encore merci beaucoup à Bakary de JobTeaser, à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.